L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale, parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes. Camus, à 20 ans, brusquement frappé d'un mal qui bouleversait sa vie, a découvert l'absurde, imbécile négation de l'homme. Il s'y est fait. Il a pensé son insupportable condition. Il s'est tiré d'affaire. Et l'on croirait pourtant que ses premières œuvres seules disent la vérité de sa vie, puisque ce malade guéri est écrasé par une mort imprévisible et venue d'ailleurs. L'absurde, ce serait cette question que nul ne lui pose plus, qu'il ne pose plus à personne. Ce silence, qui n'est même plus un silence, qui n'est absolument plus rien. Je n'y crois pas. Dès qu'il se manifeste, l'inhumain devient partie de l'humain. Toute vie arrêtée, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Dans la mesure même où l'humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette œuvre et dans la vie qui n'en est pas séparable la tentative pure et victorieuse d'un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future. La grandeur, oui, la beauté du texte d'abord, et l'émotion qui s'en dégage à chaque lecture, et là de l'avoir entendu lire à l'instant, je dois dire, voilà, m'a bouleversé de nouveau, comme chaque fois que j'entends ce texte, et d'autant que l'on sait, bien sûr, on l'entend avec en fond, en fond sonore, la polémique qui les a séparés, les insultes qui se sont échangées, la bassesse qui a été celle d'un des deux protagonistes de Sartre dans la polémique, et de Sartre et des Sartriens, et ça donne en effet une couleur tout à fait extraordinaire à ces quelques lignes qu'on vient d'entendre. Oui, cette œuvre mutilée qu'il faudra s'habituer à penser comme totale, c'est tellement beau, cette recherche orgueilleuse du bonheur, je crois, orgueilleuse, oui. Tout ça est très beau, voilà. Et Sartre était capable, cet homme qui passait pour un cœur sec, qui passait pour un homme au sang-froid quasi baudelairien, était capable, dans quelques circonstances, il y a la préface à Aden Arabi, il y a, oui, voilà, la préface au Aden Arabi de Nizan, le tombeau pour Merleau-Ponty, et ce texte-là qui, pour moi, est le plus beau des tombeaux sartriens. La raison pour laquelle je vous ai proposé de venir parler aujourd'hui de Sartre et Camus, c'est que dans un article que vous avez écrit pour Le Monde au moment de toutes les commémorations camusiennes en ce mois de janvier, vous avez terminé le papier en disant « Impossible, même et surtout quand on est sartrien, d'avoir raison contre Camus ». C'est difficile à dire en quelques mots, mais enfin ce que je veux dire en gros, c'est qu'on a pris l'habitude avec le temps et avec les paresses de la paresse inhérente à l'esprit de système et à l'esprit de classification, on a pris l'habitude de penser ces deux personnages comme totalement incompatibles. Enfin, Corneille et Racine, ce genre de grandes oppositions scolaires et qui participent du cliché. Alors d'abord, je crois qu'il y a beaucoup de proximité entre ces deux hommes. L'admiration d'abord que Camus vouait à Sartre, très très grande, l'ancrage commun dans le nietzschéisme, qui est la référence commune aux deux, le nietzschéisme de la nausée, mais le nietzschéisme de Noce, et en particulier de Noce à Tipaza. Alors c'est pas le même nietzschéisme naturellement, mais enfin c'est tout de même cet ancrage-là. Et puis, je crois surtout que, ça c'était la thèse, en effet, si je me souviens bien de cet article du Monde, comment dire cela? Je crois au fond que la politique
que la philosophie implicite de la politique camusienne, c'est-à-dire la manière juste de fonder en raison l'antitotalitarisme de Camus, je n'en connais qu'une parmi les contemporains, c'est celle de Sartre. Pour moi, Sartre a fait la philosophie nécessaire à la politique camusienne. Pour le dire en d'autres mots, Camus passe à juste titre pour la grande figure fondatrice de la culture des droits de l'homme, la culture démocratique opposée à toutes les radicalités, l'esprit de mesure, l'éloge de la révolte et la méfiance à l'endroit des révolutions, le refus de la dictature de l'histoire, ce qu'il appelait l'historisme. Tout ça, c'est la politique camusienne. Et ce que je pense, et c'est la bizarrerie du rapport entre ces deux personnages, entre ces deux pensées, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas dans la philosophie de Camus de quoi fonder véritablement, de quoi donner un sol solide à cette politique-là. La philosophie de Camus, qui est une philosophie de l'assentiment, une philosophie du oui au monde, une philosophie bénisseuse, une philosophie naturaliste, une philosophie qui dit non à l'histoire pour dire oui à la nature, elle n'est pas raccord avec cette politique antitotalitaire. Il y a quelque chose dans la philosophie de Camus qui est très en retrait de sa politique, qui est beaucoup moins antitotalitaire que sa politique. Et ma thèse, et je crois, il me semble que je n'ai pas totalement tort, ma thèse, c'est que la philosophie qui rend vraiment compte de cette politique antitotalitaire, la philosophie qui arrive à l'heure de cet antitotalitarisme camusien, c'est celle qu'exprime Sartre dans son pessimisme radical, celui qu'on trouve par exemple dans un grand et beau texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» et qui pourrait être signé Camus, et qui dit « La liberté d'un homme, c'est de refuser la dictature de l'histoire, mais c'est de refuser la dictature de la nature, mais c'est de refuser quelque assignation que ce soit à un ordre du monde. » Bref, Sartre pose les bases d'un antitotalitarisme ontologique qui me semble faire pair avec, s'apparier avec, faire deux têtes au même aigle d'un antitotalitarisme dont Camus figurerait la tête politique. Donc, dans mes rêveries de jeune homme d'autrefois, et dans mes rêveries d'homme qui, hélas, n'est plus jeune, mais qui a travaillé un peu sur tout ça, je me plais à penser une espèce de chimère, un corps à deux têtes, un aigle à deux têtes, comme aurait dit Cocteau, un autre de leurs contemporains, dont la tête politique serait Camus et la tête philosophique serait Sartre, les deux se regardant d'un regard et d'un sourire bienveillants. D'un regard et d'un sourire bienveillant, qu'ils n'ont pas eu toujours. Non, hein, qu'ils ont à la fin dans le texte qu'on vient de lire. Et qu'ils ont à la fin dans le texte qu'on vient de lire. Sartre, d'ailleurs, est coutumier du fait, l'hommage qu'il rendit à Merleau est de même nature. Fanon, il n'a pas eu le temps de se fâcher avec lui. Fanon est mort trop vite. Deux, trois petites choses encore pour rester un instant sur cet hommage de Sartre. Il parle à un moment, toute vie arrêtée, il dit, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse. Ce qui est une référence typiquement sartréienne, comme vous savez, qui est une référence qui est extraite de La Nausée. Dans La Nausée, il y a, pour ceux qui l'ignorent, et c'est un texte magnifique, alors c'est un livre, on va en entendre un passage tout à l'heure, c'est un livre écœurant à plus d'un titre, opaque, difficile et en même temps merveilleux, avec des éclaircies, des moments d'éclaircie, qui sont le moment où Roquentin, l'anti-héros de La Nausée, fréquentant le bar des cheminots, entend une négresse chanter un air de jazz, et il entend à ce moment-là, dans cette musique, dans cette rigueur, quelque chose qui est de nature à justifier l'existence sans pour autant lui trouver un sens. Et il parle du disque, et il dit que la musique se trouve au-delà du disque lui-même. Référence donc sartrienne au disque qu'on casse, il assigne à Camus, finalement, en parlant de cela, le rôle d'une éclaircie. De fait, Camus était le philosophe du soleil que Sartre n'était pas. Et je voudrais, dans cet ensemble et dans ces textes, on va parler de l'histoire, on va parler de l'idolâtrie de l'histoire, tel que Camus l'a désigné, l'a fustigé chez Sartre. Mais avant cela, on va commencer par le moment où ils se ressemblaient
et où, comme tout ce qui se ressemble, on voit saillir des différences, mais qui sont des différences de climat, des différences d'ambiance, des différences de style également, des différences en un sens fondamental, en un autre superficiel. On va entendre simultanément un extrait de La Nausée et un extrait de L'Étranger. Au large, nous avons fait la planche, et sur mon visage, tourné vers le ciel, le soleil écartait les derniers voiles d'eau qui me coulaient dans la bouche. Nous avons vu que Masson regagnait la plage pour s'étendre au soleil. De loin, il paraissait énorme. Marie a voulu que nous nagions ensemble. Je me suis mis derrière elle pour la prendre par la taille, et elle avançait à la force des bras pendant que je l'aidais en battant des pieds. Le petit bruit de l'eau battue nous a suivis dans le matin jusqu'à ce que je me sente fatiguée. Alors j'ai laissé Marie et je suis rentrée en nageant régulièrement et en respirant bien. Sur la plage, je me suis étendue à plat ventre près de Masson et j'ai mis ma figure dans le sable. Je lui ai dit que c'était bon. Et il était de cet avis. Peu après, Marie est venue. Je me suis retournée pour la regarder avancer et elle était toute visqueuse d'eau salée et elle tenait ses cheveux en arrière. Elle s'est allongée flanc à flanc avec moi et les deux chaleurs de son corps et du soleil m'ont un peu endormie. Marie m'a secouée et m'a dit que Masson était remonté chez lui. Il fallait déjeuner. Je me suis levée tout de suite parce que j'avais faim. Mais Marie m'a dit que je ne l'avais pas embrassé depuis ce matin. C'était vrai et pourtant j'en avais envie. « Viens dans l'eau », m'a-t-elle dit. Nous avons couru pour nous étaler dans les premières petites vagues. Nous avons fait quelques brasses et elle s'est collée contre moi. J'ai senti ses jambes autour des miennes et je l'ai désirée. Je venais pour baiser, mais j'avais à peine poussé la porte que Madeleine, la serveuse, m'a crié « La patronne n'est pas là, elle est en ville, à faire des courses. » J'ai senti une vive déception au sexe, un long chatouillement désagréable. En même temps, je sentais ma chemise qui frottait contre le bout de mes seins et j'étais entouré, saisi par un lent tourbillon coloré, un tourbillon de brouillard, de lumière dans la fumée, dans les glaces, avec les banquettes qui luisaient au fond. Et je ne voyais ni pourquoi c'était là, ni pourquoi c'était comme ça. J'étais sur la porte, j'hésitais. Et puis, un remous se produisit. Une ombre passa au plafond et je me suis senti poussé en avant. Je flottais. J'étais étourdi par les brumes lumineuses qui m'entraînaient de partout à la fois. Madeleine est venue en flottant m'ôter mon par-dessus. Et j'ai remarqué qu'elle s'était tiré les cheveux en arrière et mis des boucles d'oreilles. Je ne la reconnaissais pas. Je regardais ses grandes joues qui n'en finissaient pas de filer vers les oreilles. Au creux des joues, sous les pommettes, il y avait deux taches roses bien isolées qui avaient l'air de s'ennuyer sur cette chair pauvre. Les joues filaient vers les oreilles et Madeleine souriait. « Qu'est-ce que vous prenez, monsieur Antoine ?» Alors, la nausée m'a saisi. Je me suis laissé tomber sur la banquette. Je ne savais même plus où j'étais. Je voyais tourner lentement les couleurs autour de moi. J'avais envie de vomir. Et voilà. Depuis, la nausée ne m'a pas quitté. Elle me tient. Voilà. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La nausée, l'étranger, ce sont les premières armes de Sartre et Camus. Deux romans dont on a pu dire qu'ils se ressemblaient, à cette différence près que ces deux théories incarnées de l'absurde débouchent pour Sartre sur le dégoût et sur Camus, et pour Camus sur le soleil. Mais deux théories incarnées de l'absurde, deux moments, ils sont jeunes tous les deux, ils écrivent l'un l'étranger, l'autre la nausée, ce sont deux chefs-d'œuvre incontestablement, mais il y a dans la nausée autant de brume, d'obscurité, d'ombre, qu'il y a de soleil, d'âpreté, de dureté, mais de dureté toujours solaire, dans l'étranger. Est-ce qu'au fond,
La vraie différence entre Sartre et Camus n'est pas une différence originelle, une différence qu'il faut faire dater du moment où ils n'avaient pas encore été ni l'un ni l'autre saisis par l'histoire et donc ils n'avaient pas pris la mesure de la dimension collective de leur travail et où finalement l'un et l'autre se distinguaient tout simplement par le climat. Bernard-Henri Lévy. Oui, non, c'est bien d'avoir choisi ces deux textes parce que c'est vrai qu'en les écoutant, on entend que c'est à la fois la même chose et vraiment le contraire. Il est question des cheveux, il est question du flottement dans les deux textes, les corps qui flottent, et il est question du ne pas savoir ni pourquoi c'est comme ça, ni pourquoi c'est là. Sauf que, à partir de ces repères qui sont les mêmes, c'est exactement le contraire. Et là, je trouve, ce qu'on entend là dans ces deux lectures réussies qui viennent de nous être données, c'est au-delà de, je sais pas, au-delà des manières, au-delà des tonalités, au-delà même des styles, il y a vraiment deux religions différentes. Je crois que c'est vraiment ça. Vous diriez religion? Ah oui, le texte de Camus, c'est un texte... Pour l'un comme l'autre, Dieu n'a jamais vécu. Hein. Oui, mais pour l'un, mais Dieu est inconscient, comme dit le troisième, c'est-à-dire le docteur Jacques Lacan, mis à rude épreuve ces dernières semaines par un de nos bons camarades philosophes. Dieu est quand même inconscient, donc il est inconscient chez l'un comme chez l'autre. Chez le premier, chez chez Camus, pardon, il est inconscient comme païen. Il y a une dimension païenne dans ce texte qu'on vient de lire, cette espèce d'embrasement, comme je le disais tout à l'heure, de la mer et du soleil qui est en fait un embrassement, cette fusion du corps et des éléments, ce bonheur fait d'une réconciliation magnifique avec les choses. C'est le Camus grec, c'est le Camus qui, entre Plotin et Augustin, dans son premier texte, choisit Plotin ou choisit ce qui chez Augustin lui reste de Plotin, entre les deux grands Africains. C'est un Camus africain au sens de Plotin et du premier Augustin. Le deuxième, Sartre, c'est évidemment un judéo-chrétien et un judéo-chrétien de tendance protestante. Cette espèce de dégoût de la chair, enfin d'amour de la chair qui passe par le dégoût. C'est ça le paradoxe, parce que amour de la chair qui passe par le dégoût, le texte de la nausée est dégoûtant. On a lu d'ailleurs le texte le plus édulcoré de la nausée. Le texte de la nausée est dégoûtant et en même temps il décrit abondamment, complaisamment la chair et en même temps il s'en éloigne. On sent qu'elle l'écœure. Alors que chez Camus, qui n'a pas de... pour qui... faire l'amour, disait-il, n'est pas amoral. Il dit c'est juste une perte de temps, disait-il après. Pensant à Nietzsche qui disait la chasteté c'est l'économie de l'artiste, il disait faire l'amour c'est juste une perte de temps. Mais ce que Sartre par contre n'a jamais pensé. Non. Sartre passait son temps à faire l'amour, rue Claire ou ailleurs. Il n'a jamais pensé que c'est une perte de temps, mais il pensait qu'en revanche c'était quelque chose de profondément répréhensible, coupable et parfois répugnant. C'est tout le début de l'âge de raison. Il y a des pages dans L'être et le néant qui disent cela, qui disent cette fascination horrifiée de la chair. Et cette fascination horrifiée de la chair, pardon, mais ça a un nom aussi dans l'histoire des religions, ça s'appelle le péché. Le péché dont Camus disait que c'était ce qui le gênait le plus chez saint Augustin et dans le christianisme. Il disait, moi, le christianisme, j'ai pas de problème, je prends, sauf le mal radical et le péché originel. Et Sartre, lui, en revanche, il disait, le christianisme, je ne sais même pas ce que ça veut dire, et jusqu'au dialogue avec Béni Lévy, le judaïsme, encore moins, mais il y a une chose, en revanche, à laquelle je crois, c'est au péché originel et au mal radical. Donc c'est ça l'opposition de ces deux visions du monde. C'est des mondes sans Dieu l'un et l'autre, ça c'est sûr, mais c'est un monde qui, chez l'un, conserve cette idée d'une espèce de grand tout et de bonheur par la fusion entre de résorption de l'écart entre le silence insupportable des choses et l'aspiration à l'innocence des hommes, ça c'est Camus. Il est heureux quand l'innocence des hommes se réconcilie avec le silence des choses, et ça c'est la fin du tragique, c'est la pensée du midi, c'est ce qu'il appelle littéralement en nietzschéen la pensée du midi. Et chez l'autre, c'est une absence de Dieu, mais enfin qui conserve quand même de l'hypothèse de Dieu l'essentiel, c'est-à-dire cette idée que la chair est désirable tout en étant, et parce qu'elle est, dans une large mesure, parce qu'elle est coupable. Et c'est ça que dit ce texte. Donc c'est vraiment,
c'est vraiment la même chose, c'est vraiment des contemporains, c'est incroyable d'ailleurs, vraiment on l'entend, à quel point on ne choisit pas son époque, hein, et ni l'un ni l'autre ne l'ont choisi, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes thèmes, sauf qu'on est aux antipodes absolus du spectre et de l'échiquier, non seulement idéologique, non seulement philosophique, mais spirituel et théologique. Ce qui n'empêchera pas Sartre de reconnaître en Camus un grand auteur avec le texte de l'étranger. Ah ben, Dans ce lexique, ce vocabulaire qui lui est en un sens profondément étranger. Il faut bien préciser que La nausée et l'étranger sont vraiment, comme le nom du second l'indique d'ailleurs, deux romans de l'étrangeté. De l'étrangeté du monde, du silence du monde, de la difficulté d'apprendre tout seul à être libre dans un monde qui ne nous dit rien, avec cette dimension supplémentaire, de la même façon qu'il y a plus de soleil dans l'étranger, il y a dans l'étranger, malgré tout, un élément. Alors, vous avez dit que Camus prenait le christianisme et enlevait le péché. Il dit de Meursault, c'est le Christ que nous méritons. Il y a quand même chez Camus une lecture christique du personnage de l'étranger, alors que chez Roquentin, alors chez Sartre-Roquentin, rien de tout cela. L'histoire de La nausée raconte l'histoire d'un homme qui passe de la rédaction d'une thèse d'histoire sur laquelle il s'ennuie au désir d'écrire un roman. L'histoire de l'étranger, c'est un homme qui est condamné à mort, pour le dire rapidement, parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère et qu'entre-temps, il a tué quelqu'un parce qu'il avait chaud. Pour le dire, là encore, assez rapidement. Mais en un sens, ça tient là-dedans. Mais il y a, chez Meursault, le personnage de l'étranger, une dimension christique, c'est l'homme qui, tranquillement, dit toujours la vérité, et qui, à cet égard, est crucifié par tous ceux qui font du Christ une idole. De sorte que le christianisme de Camus, ou le rapport de Camus à Dieu, il n'y a pas chez Camus, on a dit tout à l'heure, on a parlé de roman sans Dieu, il faudrait peut-être complexifier un peu la chose. Si chez Sartre il y a une dimension judéo-chrétienne, le christianisme de Camus, lui, ou le rapport au Christ de Camus, lui, est présent sous une autre forme peut-être. Sous une forme nietzschéenne. Un César romain qui aurait l'âme du Christ, tu connais la formule, elle est de Nietzsche, elle pourrait être de Camus, et c'est le christianisme de Camus, c'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre. Nietzsche, qui s'appelait lui-même le crucifié, c'est dans tout ça que l'on est. Chez Sartre se serait jamais appelé le crucifié. Nietzsche se désignait comme Dionysos, contre le crucifié. Oui, bien sûr. Mais enfin, à la fin, il y a des délires à Sils Maria, etc., où tout ça se mêle tout de même. Chez Sartre, il n'y a pas ça, mais je crois qu'il y a entre les silences. Vous parliez des deux silences de l'un et de l'autre et de leur malaise et du sentiment de l'absurde face au silence. La grande différence entre les deux, c'est que chez Sartre, le silence est définitif. Le silence dans la nausée, il est définitif. À la fin de l'étranger, si j'ai bonne mémoire, il y a après la séquence avec l'aumônier, il y a cet envahissement, cette invasion du corps de Meursault par la grande marée de, je ne sais plus, du bonheur ou du sentiment des éléments. Quelque chose se met à parler, et quelque chose se met à parler à l'unisson de la voix humaine. Le silence n'est pas définitif. Chez Sartre, le silence est irrémédiable. Et c'est pour ça que Camus est le penseur de l'absurde, et que Sartre, c'est le penseur du tragique. Et c'est pas pareil, l'absurde et le tragique. Il y a là encore deux styles de rapport au monde et deux religions qui sont différentes. Encore aujourd'hui, on pourrait classer les intellectuels et même les politiques d'aujourd'hui selon ce tableau-là. Quels sont ceux qui croient à l'absurde et quels sont ceux qui croient au tragique? C'est vraiment deux familles. C'est vraiment deux familles. Je serais curieux d'avoir des noms. Ah ben je crois par exemple que, enfin en gros, non, on ne va pas donner de nom, c'est pas nécessaire, mais en tout cas, tous les optimistes... Marine Le Pen, absurde ou tragique? Marine Le Pen, évidemment absurde. Évidemment absurde. Mais bien sûr. Enfin, la plupart des gens bien croient au tragique. Évidemment. La plupart des gens bien croient au tragique. Alors, vous mettez les noms que vous voulez derrière. On va rester dans ce débat, on va avancer dans l'époque. Il y a une date marquante pour ces deux hommes qui ont en commun d'avoir été saisis par leur siècle. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont, comme on dit en philosophie, comme disent les cuistres, des figures paradigmatiques, des modèles d'individus qui ont été happés
par leur siècle et qui ont découvert l'un et l'autre au terme, grâce à, en un sens, l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de penser en termes collectifs. Alors, chez Camus, ce sera le passage du mythe de Sisyphe à l'homme révolté. Dans le mythe de Sisyphe, le suicide est la seule question philosophique vraiment sérieuse. Dans l'homme révolté, c'est le meurtre. Chez Sartre, ça prend la forme du Nietzschéen dont vous parliez, du Nietzschéen libertaire, graphomane, l'esthète nietzschéen parfaitement indifférent au sort de ses contemporains dans les années 30, ou qui en tout cas ne voit rien venir, contrairement à Raymond Aron par exemple, et qui, saisi par l'histoire, happé par l'histoire, à partir de 1945-47 avec le Rassemblement démocratique révolutionnaire, puis ensuite le compagnonnage de route, naît littéralement à la politique. On arrive là dans la seconde période et le moment de la rupture, on va entendre simultanément un extrait des damnés de la Terre, de la préface aux damnés de la Terre de Frantz Fanon, texte dont il faut préciser d'ailleurs qu'il vient après la mort de Camus. C'est un texte qui date de 1961 et un extrait de L'homme révolté. Plus exactement, d'abord un extrait de L'homme révolté, puis la préface aux damnés de la Terre comme une réponse qui en un sens aurait peut-être mal entendu la leçon. L'homme révolté date de 1951. Il est possible de dire que la révolte, quand elle débouche sur la destruction, est illogique. Réclamant l'unité de la condition humaine, elle est force de vie et non de mort. Sa logique profonde n'est pas celle de la destruction, elle est celle de la création. Son mouvement, pour rester authentique, ne doit abandonner derrière lui aucun des termes de la contradiction qui le soutient. Il doit être fidèle au « oui » qu'il contient, en même temps qu'à ce « non » que les interprétations nihilistes isolent dans la révolte. La logique du révolté est de vouloir servir la justice, pour ne pas ajouter à l'injustice de la condition, de s'efforcer au langage clair, pour ne pas épaissir le mensonge universel, et de parier face à la douleur des hommes pour le bonheur. La passion nihiliste, ajoutant à l'injustice et au mensonge, détruit dans sa rage son exigence ancienne et s'enlève ainsi les raisons les plus claires de sa révolte. Elle tue, folle de sentir que ce monde est livré à la mort. La conséquence de la révolte, au contraire, est de refuser sa légitimation au meurtre, puisque dans son principe, elle est protestation contre la mort. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue. Il se connaît dans la mesure même où il se fait. De loin, nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie, mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui progressivement les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Ça veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité natale. Quand les paysans touchent des fusils, les vieux mythes pâlissent. Les interdits sont un à un renversés. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. Alors, pour le coup, Bernard-Henri Lévy, vous disiez tout à l'heure, rêvant de cette figure bicéphale, cette hybride sartro-camusien, camuso-sartrien, où l'un serait la politique de l'autre,
pour le coup, on est là, alors les textes ont 10 ans d'écart, mais d'une certaine manière, cet écart accable encore l'auteur du second, c'est-à-dire de la préface aux damnés de la terre. Le texte de Sartre est un texte qui, au mépris délibéré d'ailleurs des leçons de l'homme révolté et du fait que chez Camus la révolte culmine dans un éloge de la mesure, le texte de Sartre brise le tabou de la violence, légitime en un sens la violence. Historiquement, Sartre aura eu d'ailleurs un rôle plus lénifiant que légitimateur de la violence, on pourra revenir là-dessus, mais il y a là quand même une rupture profonde, indépendamment des polémiques qui ont accompagné la publication de l'homme révolté. Non, mais incontestablement. Et en effet, vous avez raison de le dire, rupture délibérée. Il y a une phrase là qui est importante. De loin, cela peut paraître de la barbarie, mais quand on met à y regarder plus près, etc. Donc Sartre sait très bien ce qu'il fait là. Il sait très bien ce qu'il dit là, et il sait très bien ce qui, pour un entendement démocratique, c'est-à-dire camusien, est insupportable dans ce qu'il s'apprête à dire, et il le dit. C'est un Sartre qui devient fou, clairement, et il y a eu d'un bout à l'autre de sa vie cette folie sartrienne, c'est incontestable. Un Européen que l'on abat, quand on abat un Européen, on fait d'une pierre deux coups, c'est un... Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Et on supprime un opprimé, il reste un homme mort et un homme libre. Et le sol national, qui plus est. Oui, c'est monstrueux, et voilà, il y a là une espèce d'intelligence devenue folle. Alors avec quand même, donc ça c'est incontestable et rien n'est défendable dans ce texte-là, sauf tout de même, moi je voudrais aussi que l'on... Il n'y a pas que ça. Après ce que vous venez d'admettre, on peut vous passer toutes les défenses. Alors la défense, c'est qu'on lise cette préface entièrement, c'est qu'on lise Les damnés de la terre de Fanon, qu'on lise le procès qui y est instruit du système colonial ou du colonialisme comme système, qu'on prenne la mesure de la force discursive de cette description que l'on ne trouve pas par exemple chez Camus. Une fois admis que ce texte est barbare, il faut dire aussi que s'il y a eu une intelligence dans la modernité de ce qu'est le colonialisme, que ce n'est pas simplement un fruit de la méchanceté des hommes, que ce n'est pas seulement un esprit de rapine qui se serait emparé de quelques mauvais esprits, comme le croyait Camus. Quand Camus parle du colonialisme, il dit il reprend presque le thème des 200 familles, sauf que c'est le thème des 200 colons. Il voit 200 méchants personnages ou quelques centaines d'accapareurs monstrueux faisant leur miel de la sueur d'un peuple uni, toute communauté confondue, les colons comme ce qu'on appelait les indigènes. C'est une fausse description du système colonial. C'est passé à côté de ce qu'il avait de structuré, de systématique et de monstrueux. Chez Sartre et chez Fanon, qu'on a complètement occulté, Fanon, qui se souvient encore de lui, qui, après une préface comme celle-là, qui était une préface censée le porter et qui en vérité l'enterre, prend le soin de le lire. Je voudrais quand même qu'on lise Les damnés de la terre. Je crois, je recommanderais assez volontiers à ceux qui nous écoutent de passer outre ces quelques lignes démentes, voilà, parce qu'il y avait cette démence sartrienne qu'on retrouve à la fin, d'ailleurs, au moment de l'épisode Mao, qu'on retrouve au moment de l'épisode cubain, quand il écrit Ouragan sur le sucre, qui est un texte littérairement magnifique et politiquement démentiel, qu'on retrouve quand il dit que la liberté de critique est totale et donc exemplaire en URSS après une visite guidée de datcha en datcha au pays des soviets. Une fois passé le cap de la démence, je crois qu'il faut lire quand même Fanon, qui est un des grands noms oubliés de ce temps. Et au moment où on nous parle d'identité nationale, au moment où nous avons des ministres, tu as cité tout à l'heure un nom
d'un très vilain personnage politique, mais enfin, il y en a d'autres, des personnages politiques qui prétendent recommander à certains jeunes Français d'aujourd'hui comment porter leur casquette, comment s'exprimer ou comment prénommer leurs enfants. On quitte l'absurde pour retourner au tragique, là. Mais vous avez, dans Fanon, vous avez des textes qui répondent très exactement à ce genre de bêtises-là et qui lisent l'attitude colonialiste, la démarche du mépris raciste dans la langue de ces descriptions vestimentaires, de ces critiques de comportement, etc. Donc, par-delà cette mauvaise préface, moi je dirais, et saisissons-en, si vous le permettez, l'occasion aujourd'hui, relire, continuer de lire Fanon ou recommencer de lire Fanon. Alors non seulement il faut lire Les damnés de la terre, mais il faut lire d'autres textes comme Orphée noire, qui sont des textes de Sartre absolument magnifiques. Il y a de toute façon chez Sartre un génie littéraire dont on peut penser, dont on peut dire qu'il sauve, non pas tout, mais qu'il sauve, en tout cas qu'il justifie en un sens l'existence de ces textes qui n'ont pas seulement l'excuse de l'époque ou de l'histoire, mais qui ont aussi la grâce d'un style exceptionnel. Sartre écrit bien, même quand il est fou, c'est une constante. Sartre a toujours écrit admirablement, c'est un grand auteur classique. Il y a également un élément à ajouter au dossier de Sartre et de l'éventuelle folie de Sartre, c'est que quand Sartre, par exemple, a prêté son nom à la cause du peuple, il n'était alors qu'un prête-nom, il n'était plus qu'un prête-nom quasiment, on est dans les années 70, il prête son nom à la cause du peuple, et quand il prête son nom, il dit « je cautionne tous les actes des contributeurs à la cause du peuple ». Et puis il se reprend quelques jours plus tard et il dit « je cautionne tous les articles des contributeurs à la cause du peuple ». De sorte que, et cette anecdote, par-delà son caractère anecdotique, a ceci d'important, que Sartre lui-même, en validant la révolte, en brisant le tabou de la violence, enfin, en validant cette révolte-là, en brisant le tabou de la violence, a pu, d'une certaine manière, dans son registre, servir d'interface, d'intermédiaire avec ceux qui étaient franchement passés de l'autre côté. Sartre, en un sens, n'était pas un révolutionnaire. Oui, c'est en effet un dossier très compliqué. D'abord, c'était pas un révolutionnaire, en tout cas, il n'était certainement pas d'origine. Vous avez rappelé vous-même les années 30, son indifférence au collectif, sa conversion tardive à l'amour du genre humain, ce côté non seulement nietzschéen, mais stendhalien. Hein. Il y a un stendhalisme de Sartre, la chasse au bonheur, etc., très individuel. La laideur aussi. La laideur aussi. La laideur, oui, mais la laideur comme une école du monde, comme une école du regard sur le monde et de sa disgrâce ontologique. La laideur de Sartre, elle va avec ce sentiment du tragique dont je parlais tout à l'heure. La laideur de Sartre, son strabisme étrange, etc., tout ça a probablement contribué à... Enfin, si on est un peu nietzschéen, si on croit qu'une pensée s'enracine un petit peu dans un corps et dans une biographie, a probablement contribué à façonner cette pensée désespérée d'une disgrâce et d'une boiterie fondamentale du monde. Camus nage admirablement dans la Méditerranée, le battement des petits pieds, etc., tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. On n'imagine pas Sartre nager à la manière de Camus dans les eaux de Capri. Non mais c'est vrai, parce que Sartre boite. Il y a une grâce camusienne qui fait corps avec la beauté du monde, et puis il y a une disgrâce sartrienne qui est le reflet de la disgrâce du monde. Ça, c'est incontestable. Alors, après, dans le rapport à la violence et à la révolution, il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux. Deux exemples pour être très concret et qui concernent la même question, qui concerne la question brûlante au début des années 70 d'Israël. Au moment du massacre des athlètes israéliens à Munich, cet événement atroce, Sartre écrit un article absolument déshonorant à la cause du peuple. L'a-t-il écrit? L'a-t-il seulement signé? Partiellement écrit? Je rêve d'une vraie recherche universitaire qui nous permettrait de voir clair sur ce point. Mais enfin, il le signe tout à fait dans l'esprit du texte sur Fanon qu'on vient d'entendre. C'est là qu'il dit, n'oublions pas que ces Israéliens sont quand même des Juifs. C'est là où... Non,
C'est là où il dit, non, c'est là où il dit que les opprimés, en l'espèce les Palestiniens, n'ont d'autre arme que la violence. Que la violence, le massacre des innocents, est l'arme ultime des réprouvés. C'est là où il dit ça. Et ce texte est atroce. Et puis au même moment où quasiment, ce drôle de bonhomme qui a passé sa vie à refuser tous les honneurs, qui accepte le doctorat honoris causa, qui a refusé le prix Nobel de littérature, accepte un truc. Une distinction venue d'une université israélienne, doctorat honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem, et dit à ses interlocuteurs gauchistes, qui lui parlent des communes populaires chinoises, qui lui parlent du maoïsme en acte tel que la pensée Mao Zedong le promeut, il leur dit à un moment donné, dans un livre qui s'appelle « On a raison de se révolter », en vérité, ce qui veut dire non pas « on a raison de se révolter », mais « on a raison de se révolutionner », parce que ce mot de révolte, il est inapproprié. C'est un vol à l'étalage camusien. Mais il leur dit, vous savez, il y a encore un exemple, et les types sont horrifiés. Les communes populaires chinoises, très bien, mais il y a aussi les kibbutz. Et devant deux représentants de l'extrême gauche antisioniste les plus acharnés de l'époque, il leur dit, il y a une autre expérience socialiste, progressiste, tout à fait admirable, qui est l'expérience du kibbutz israélien. Donc, Sartre, c'est vraiment les deux. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme vous le dites, oui, c'est tenable, que c'est d'être allé bord à bord, de s'être approché au plus près du mufle de la bête qui lui a permis de lui inoculer un peu de ce bon venin anti-barbare dont je parle à l'instant, c'est possible. Il est permis de penser que c'est précisément d'avoir été aussi près qui lui a permis d'avoir cet effet vertueux, c'est possible. Et d'avoir par conséquent retenu le bras avec d'autres, avec Maurice Clavel, un autre nom qui lui, hélas, parlera peut-être moins aux plus jeunes de vos auditeurs, d'avoir retenu le bras de ceux qui étaient tentés en France, comme au même moment en Italie et en Allemagne, par le radicalisme de prendre les armes, oui. Et par la prise des armes. Si je pensais, c'est Sartre qui parle à Camus, si je pensais que l'histoire fût une piscine pleine de boue et de sang, je ferais comme vous, j'imagine, et j'y regarderais à 2 fois avant de m'y plonger. Mais supposez que j'y sois déjà. Supposez que de mon point de vue, votre bouderie même soit la preuve de votre historicité. Supposez qu'on vous réponde comme Marx, l'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout, l'histoire n'est que l'activité de l'homme poursuivant ses propres fins. Si c'est vrai, celui qui croit s'éloigner d'elle cessera de partager les fins de ses contemporains et ne sera sensible qu'à l'absurdité des agitations humaines. On est là au cœur de la querelle entre Sartre et Camus, querelle qui porte sur l'idolâtrie de l'histoire. Ce que Camus fustige comme idolâtrie de l'histoire, où il voit la marque d'un tempérament révolutionnaire, c'est-à-dire mortifère, c'est-à-dire dans son esprit également conservateur, en un sens. Le propos de Camus est de s'en prendre à l'idolâtrie de l'histoire en jouant, et d'une certaine manière vous aviez raison en le disant tout à l'heure, mais est-ce que ça suffit à discréditer en un sens la politique de Camus ou à minorer la politique de Camus? Je ne sais pas. Camus s'en prend à l'idolâtrie de l'histoire en jouant la nature contre l'histoire. Hein. Voilà. La nature m'a appris que l'histoire n'était pas tout. Voilà. Il retient de la nature du soleil, il retient du silence de la nature, d'une nature dont il faut bien rappeler ici que chez Camus, elle n'est pas normative, on n'est pas chez Pétain. Il ne s'agit pas de faire valoir la nature comme une norme, comme un principe. Non, la nature est un fait. La nature est un fait dont l'intelligence, dont l'intuition pacifie l'âme, le cœur, l'esprit, permet de faire la paix et permet de comprendre avant de juger. L'usage que Camus fait de la nature permet de fonder une politique. Le rapport que Sartre entretient à l'histoire, la négation de la nature qui est à l'œuvre également dans les discours de Sartre sur l'histoire, discrédite en un sens toute entreprise politique réaliste. Je crois pas. Deux choses. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, le refus de la dictature de l'histoire, c'est-à-dire le refus de l'idée selon laquelle on a raison parce qu'on a gagné, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, la dictature de l'histoire, ça veut dire il suffit de gagner pour dire la vérité. Il suffit d'avoir gagné pour être réputé, avoir été porteur d'une vérité qui se cherchait et qui a fini par se trouver. Ce refus de la dictature de l'histoire, alors ça c'est une chose que l'on a du mal à admettre, mais il est commun véritablement à Sartre et à Camus. Et encore une fois, je vous rappelle ce texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» et où il définit le collaborateur comme celui qui se plie à la dictature de l'histoire, qui se plie
au maître en général, qui a une mentalité d'esclave, et Sartre dit le maître des maîtres, le maître absolu, c'est l'histoire. Et cette histoire, il la refuse de toute son âme, de la même âme que son jumeau stellaire ou son frère ennemi Camus. Ils sont là-dessus, je crois, vraiment sur la même ligne, même si Camus en tire des conclusions que n'en tire pas Sartre, évidemment. Normalement, qu'est-ce qu'un collaborateur de Sartre aurait dû programmer, aurait dû être l'ADN, par exemple, d'un antistalinisme conséquent. Moi, qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. Mais enfin, si on se place, comme vous semblez le faire là, au plan de la philosophie, sur ce terrain-là, il y a communauté de vues. Ce que je crois, c'est que Camus, si j'ose dire, perd pour partie le bénéfice de son geste. Le bénéfice du point de vue de la liberté des hommes, qui est le souci de l'un comme de l'autre. Lorsque de ce refus de la dictature de l'histoire, il passe à l'assentiment, non pas à la dictature, mais à ce silence qui finit toujours par parler de la nature. Parce que cette nature, vous dites silencieuse, chez Camus, c'est une nature qui ne reste jamais toujours silencieuse. Prenez tous les textes de Camus qui évoquent tout ça, où la nature est mise en scène, elle reste jamais longtemps silencieuse. C'est pas vrai. Elle finit toujours par parler, elle finit toujours par parler la langue des hommes, ou les hommes la langue de la nature, et on finit toujours par les noces, titre camusien, par les épousailles de l'homme et de la voix de la nature. Alors évidemment, c'est pas du pétainisme, ça va sans dire, c'est même pas du péguisme, bien sûr que non. Mais enfin, il y a chez ce révolté, et c'est intéressant dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, cette révolte qui dit oui, autant que non. Cette révolte qui dit oui. Oui. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, une révolte qui dit oui? Très étrange quand même. Donc, il y a, je prétends, moi, que une grande partie du bénéfice que les hommes pourraient tirer quant à leur propre liberté du geste camusien de rupture avec l'histoire est perdue par cette espèce d'assentiment à la nature. Chez Sartre, là pour le coup, je pense que le geste est beaucoup plus radical, que l'aventure de la liberté est poussée beaucoup plus loin, que la solitude souveraine des hommes ou la construction risquée d'une subjectivité contre toutes les forces hostiles et contre toute forme d'extériorité, qu'elle soit celle de l'histoire ou celle de la nature, a quelque chose de beaucoup plus, pas radical, mais de beaucoup plus héroïque et par conséquent de beaucoup plus exigeant. Et c'est la raison pour laquelle, il me semble, que la trilogie romanesque de Sartre n'a pas volé son titre, Les chemins de la liberté, et c'est la raison pour laquelle, là encore, quand je dis faire la paix entre Sartre et Camus, c'est la raison pour laquelle je dis que si on veut vraiment aujourd'hui penser jusqu'au bout les travaux de la liberté, penser jusqu'au bout comment ça se fabrique un homme libre, comment ça se fabrique, comment ça s'émancipe un homme qui naît serf, qui naît englué dans un nombre incalculable de prisons, ben je pense qu'il y a au moins autant à apprendre et à apprendre chez Sartre que chez Camus, malgré les folies dont nous parlions tout à l'heure. Alors, j'aurais juste un point sur le langage de la nature. Par exemple, vous parliez des noces. Dans les noces, à un moment, il dit « Sans mon amour » et ce beau cri de pierre. Il parle d'un cri de pierre. Voilà. Ah, la pierre crie. Mais la pierre ne crie pas comme un homme, en un sens. Il n'y a que la pauvreté du vocabulaire qui impose de faire ça. Mais la métaphore masque, chez Camus, un tempérament orphique. Il ne s'agit pas de faire parler la nature, d'anthropomorphiser la nature, puisqu'il ne cesse de faire l'expérience d'un décentrement, d'un oubli de soi, oubli de tout et du monde. Camus ne cesse de dire qu'il regrette qu'il n'y ait plus des petits temples à Delphes où l'on puisse s'initier au mystère. Alors là, vraiment, oui, mais les mystères, c'est les mystères d'Éleusis. C'est le moment précisément où on abjure la parole. Un peu d'orphisme aussi. Oui. Un peu d'orphisme. Ah oui, vous dites pas orphique, si, un peu d'orphisme aussi. La pierre qui parle, je ne sais pas. Bonheur des pierres. Alors, bonheur des pierres, ça c'est péjoratif. Hein. Dans la bouche de Camus, c'est le bonheur des âmes asservies par le totalitarisme, en effet. Mais enfin, vous ne m'enlèverez pas de l'idée. Je ne parle pas d'anthropomorphisme. Ce n'est pas la pierre qui est vue à l'image des hommes, ni peut-être les hommes qui sont vus à l'image de la pierre.
mais qu'il y ait quand même, il y a un texte de Kojève qui m'a toujours semblé très important pour comprendre les grands débats de la philosophie contemporaine, un texte qui se trouve au début des commentaires à la phénoménologie de l'esprit et qui dit qu'au fond il y a deux tempéraments. Il y a le tempérament de ceux qui disent non jusqu'au bout et ceux qui disent oui jusqu'au bout. Justement. Et bien voilà. Sartre est quelqu'un qui a dit non jusqu'au bout. Il a dit non à peu près à tout. Puis il y a des gens qui ont dit oui. Alors il y a les grands oui-ers. Claudel disait oui à tout. Oui à la nature, oui à Dieu, oui au maréchal Pétain, oui au général de Gaulle, oui à la poésie, oui à l'académie, et tout ça. Et puis il y a des gens qui disent très souvent non. C'est le cas de l'auteur de L'Homme révolté. Et puis qui brusquement, sous le soleil, sur la roche chaude de Tipaza, dans l'eau salée de cette mer Méditerranée que j'aime plus que personne, hein, où je suis né moi-même, eh bien se surprennent à dire un petit oui qui s'enfle à la mesure de la beauté du style et qui vient occuper tout l'espace. Oui, justement, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que le oui soit si petit, parce que on parle des deux nietzschéismes de Sartre et Camus. Dans Les Noces, à la fin, on en a parlé ici d'ailleurs, à la fin de la nouvelle Le Désert, donc la dernière des 4 nouvelles des Noces, il dit, c'est à Florence, d'ailleurs il n'est plus à Tipaza, mais enfin c'est la Méditerranée toujours en un sens, il dit, Florence, un des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. L'homme qui écrit ça a 20 ans. Voilà. Oui, mais attendez, il écrit ça, il a 20 ans. 20 ans plus tard, il écrit dans L'Homme révolté que, c'est la première page, et puis la suite aussi, que dire non est une façon de dire oui. La généalogie du non, chez Camus, l'origine du non, la genèse du non, est un assentiment. Et quand le non oublie l'origine, l'assentiment qui est en son principe, le non s'égare. Le non perd la tête, pour le dire rapidement. Il ne suffit pas de dire non. Croire qu'il suffit de dire non, c'est s'égarer. Et là, il y a vraiment deux nietzschéismes en jeu. Vous avez parlé de deux nietzschéismes tout à l'heure. Il y a un nietzschéisme du refus, le nietzschéisme du lion, le nietzschéisme du deuxième temps, le nietzschéisme du pas content. Le nietzschéisme dont certains d'ailleurs s'aventurent dont certains s'aventurent à dire qu'il est de gauche, le nietzschéisme du rebelle, le nietzschéisme du mécontent, et puis il y a un nietzschéisme plus fondamental, qui est 2 fois plus fondamental, d'abord parce que il situe le oui au principe du non, avant la destruction il y a l'assentiment, et puis surtout parce que il rappelle qu'avant la protestation, il faut se demander d'où vient la contestation qui est la nôtre. Il fait la genèse de ces indignations. Il s'interroge sur la raison pour laquelle il s'en veut. De ce point de vue, il y a un nietzschéisme plus philosophique, il y a un nietzschéisme qui n'est pas seulement dans le refus, dans la contestation, dans le mécontentement, mais qui est également à la fois dans l'approbation et en même temps dans le souci de comprendre d'où vient le refus, qui est un travail que Sartre n'a jamais fait, en un sens, Bernard-Henri Lévy. Attendez, il l'a fait dans les mots. Autant pour moi. Il l'a fait dans les mots. Il l'a fait dans les mots, c'est bien tout l'objet du livre. Et c'est d'ailleurs, alors là, par parenthèse, si on voulait aller encore un peu plus loin dans le portrait croisé des deux, de Sartre et de Camus, là aussi on est au cœur de tout. Hein, l'enfant béni de mots, l'enfant baigné de mots, qu'est Sartre, d'un côté. Et qui va nourrir à cela son refus, sa colère et sa rage. Et puis de l'autre côté, l'enfant privé de mots, l'enfant qui passe son enfance dans la disette des mots, l'enfant dont la maman était elle-même quasi muette, plus que taiseuse. Une mère, c'est extrêmement rare, hein, l'expérience de l'enfant Camus face à cette mère qui ne disait rien, c'est l'exact contraire. Il n'a pas écrit ça, mais d'une certaine manière, il y a dans l'œuvre dans les morceaux autobiographiques de l'œuvre de Camus une sorte d'antimo. Donc ça, c'est la généalogie des deux positions. Moi, ce que je pense, et plus j'avance dans cette conversation, plus je m'en rends compte,
j'aime vraiment cette colère de Sartre. C'est parce que non, oui, tout ça, oui, nietzschéisme, le lion... On peut aimer la colère, mais est-ce qu'il faut en faire un principe? Le lion, l'enfant, je connais tout ça, les 3 stades, le chameau, le lion, l'enfant, parfait. Ça, c'est le nietzschéisme et tout ce petit monde-là de cette époque. Et on fait juste une parenthèse. Rappelons pour ceux qui ne le connaissent pas que chez Nietzsche, l'histoire de la raison, pour le dire rapidement, commence par le chameau qui porte le poids des valeurs esclaves, puis le lion qui rejette ce poids, qui est dans le refus et le rugissement, puis l'enfant qui rétablit l'innocence du devenir. 3 phases auxquelles correspondent chez Camus le projet de l'absurde, la révolte et l'amour. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, c'est un passage du Zarathustra, en effet, et on peut dire, oui, on pourrait dire que Sartre s'est arrêté au 2e stade et que Camus est allé jusqu'au 3e, c'est-à-dire c'est le thème du premier homme d'ailleurs, hein, le thème de l'innocence. Et on peut dire que c'est l'accomplissement final de la dernière étape du programme nietzschéen tel qu'exprimé dans le Zarathustra. Moi, question de tempérament, question de besoin d'ailleurs aussi, de besoin philosophique, j'ai plus besoin d'un philosophe en colère, enragé par l'ordre des choses, que d'un philosophe qui finit par s'en accommoder. C'est ainsi. Nous avons trop tous de circonstances, de bonnes et de mauvaises raisons qui nous font nous accommoder de l'ordre des choses pour ne pas nous réjouir du spectacle incroyable, inédit dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle et peut-être au-delà, d'un philosophe perpétuellement enragé qui était Sartre, qui pensait que les choses n'étaient jamais à leur place. Parce que qu'est-ce que c'est que la colère de Sartre? Qu'est-ce que c'est que son anti-nietzschéisme du 3e stage, de la 3e étape? C'est juste dire ça. C'est dire arrêtez de croire que les choses sont à leur place. Arrêtez de croire que les hommes sont ce qu'ils sont. Arrêtez de croire que ce qu'ils ont leur est dû. Arrêtez de penser qu'une espèce de bon droit fait d'eux les privilégiés qu'ils sont ou les misérables qu'ils sont devenus. Il y a dans tout ça un désordre, un scandale fondamental et qui choque. Cette pensée-là, je la trouve magnifique, je la trouve profondément utile et aujourd'hui plus que jamais, même si je suis aussi peu que quiconque habitué à en suivre les prescriptions. Justement, parce que Camus penserait ou répondrait qu'une telle pensée débouche sur un irréalisme politique qui, à la fin des choses, maintient le statu quo alors qu'il vaut mieux, en somme, changer le monde plutôt que changer deux mondes. On s'approche du terme de cette conversation, on y est presque. Il faut quand même, parce que ce serait mentir par omission de ne pas les faire entendre, et vous avez cité les mots et le premier homme, on va entendre coup sur coup un extrait des mots et un extrait du premier homme et de deux passages qui en un sens se ressemblent, puisque ultime point commun et ultime différence donc entre ces deux philosophes, ils étaient l'un et l'autre sans père. Écoutez. La mort de Jean-Baptiste fut la grande affaire de ma vie. Elle rendit ma mère à ses chaînes et me donna la liberté. Il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Qu'on n'en tienne pas grief aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Faire des enfants, rien de mieux. En avoir, quelle iniquité. Eût-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m'eût écrasé. Par chance, il est mort en bas âge. Au milieu des aînés qui portent sur leur dos leurs anquises, je passe d'une rive à l'autre, seul et détestant ces géniteurs invisibles à cheval sur leur fils pour toute la vie. J'ai laissé derrière moi un jeune mort qui n'eut pas le temps d'être mon père et qui pourrait être aujourd'hui mon fils. Fût-ce un mal ou un bien, je ne sais. Mais je souscris volontiers au verdict d'un éminent psychanalyste, je n'ai pas de surmoi. Henri est mort, il a été tué. Lucie regardait le pli qu'elle n'ouvrait pas. Ni elle ni sa mère ne savaient lire. Elle le retournait, sans mot dire, sans larmes, incapable d'imaginer cette mort si lointaine, au fond d'une nuit inconnue. Et puis elle avait mis le pli dans la poche de son tablier de cuisine,
était passée près de l'enfant sans le regarder et était allée dans la chambre qu'elle partageait avec ses 2 enfants, avait fermé la porte et les persiennes de la fenêtre qui donnait sur la cour, et s'était étendue sur son lit, où elle était restée muette et sans larmes pendant de longues heures, à serrer dans sa poche le pli qu'elle ne pouvait lire, et à regarder dans le noir le malheur qu'elle ne comprenait pas. « Maman », dit Jacques, elle regardait toujours la rue du même air et ne l'entendait pas. Il toucha son bras maigre et ridé, et elle se retourna vers lui en souriant. « Les cartes de papa, tu sais, celles de l'hôpital. »« Oui. Tu les as reçues après le maire ?»« Oui. » Un éclat d'obus lui avait ouvert la tête et il avait été transporté dans un de ces trains sanitaires dégoûtants de sang, de paille et de pansements qui faisaient la navette entre la boucherie et les hôpitaux d'évacuation à Saint-Brieuc. Là, il avait pu griffonner 2 cartes au jugé, car il ne voyait plus. « Je suis blessé, ce n'est rien, ton mari. » Et puis il était mort au bout de quelques jours. Ce qui est bouleversant, le deuxième texte qu'on vient d'entendre est extrait du premier homme. On ne remerciera jamais assez d'ailleurs les héritiers de Camus d'avoir eu l'intelligence, le génie de sortir ce texte, qui est un texte bouleversant jusqu'à son inachèvement même, ce qui d'ailleurs invite à nuancer l'affirmation de Sartre quand il dit qu'il faut s'habituer à faire de cette œuvre mutilée une œuvre totale. Pourquoi ne pas assumer également l'inachèvement de celui qui par ailleurs tenait la réalité pour une totalité? Mais il y a une figure dans le texte de Camus stupéfiante, c'est la figure d'une mère muette et sans larmes, figure qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Camus, en particulier chez Meursault. Et il y a en revanche, et dans le premier homme, le portrait, avant qu'il meure, de cet homme qui est un homme admirable, courageux, qui se défend, qui protège, qui veille, alors qu'il y a chez Sartre une révocation sans appel du lien de paternité qui, dit-il, est pourri. Est-ce que peut-on, à ce titre, sans verser dans une psychanalyse existentielle, ça n'est pas l'objet, mais mettre en miroir presque comme une métaphore le lien de paternité, la conception qu'ils ont l'un et l'autre du lien de paternité et le rapport qu'ils entretiennent finalement avec l'imagination, l'imaginaire romanesque, l'aptitude à écrire, ou bien le souci tout simplement, la façon qu'ils ont de se soucier des autres, selon vous? En tout cas, la phrase de Sartre sur la « je n'ai pas de surmoi », ça, elle est à mettre en rapport avec son rapport à la psychanalyse, la fameuse histoire de l'homme au magnétophone, son rapport à sa propre œuvre. Un écrivain, il a un surmoi. Le surmoi, c'est cette espèce d'instance qui veille à s'auto-surveiller, à rendre l'œuvre cohérente, à faire qu'elle ait un sens, qu'elle s'oriente vers quelque chose. Sartre se fichait absolument de ça, mais même matériellement, il oubliait ses manuscrits, il les perdait, on lui présentait un manuscrit qu'il avait écrit 20 ans plus tôt, il s'en émerveillait sans se souvenir qu'il était de lui. Donc c'était littéralement ainsi. Donc cette instance-là, qui permet de construire une œuvre, instance un peu paranoïaque, qui donne à un écrivain le sentiment qu'il poursuit un chemin, que ce chemin a une direction, que cette direction le mène vers un but. Ça, c'est totalement absent de la rhétorique et de la pensée de l'imaginaire sartrien, et c'est raccord avec ce qu'il dit là du surmoi. Cette capacité d'écrire comme il respirait aussi, cette incroyable facilité sartrienne, sans censure. Sartre est le seul, alors ça donnait parfois les énormes bêtises du genre de celles qu'on a entendues dans la préface à Frantz Fanon, mais ça donnait aussi cette facilité insensée dont il y a peu d'exemples, hein, peut-être Aragon parfois, vraiment, et peut-être Cocteau, mais à une autre profondeur quand même chez Sartre. La manière qu'il a eu d'écrire L'être et le néant, cette écriture quasi automatique et d'une puissance qui n'avait d'égal que la facilité, ça encore, c'est une écriture sans surmoi, incontestablement. Alors après, ce qui est vrai,
Et bon, ça c'est ainsi, c'est vraiment un des éléments structurants de la pensée sartrienne, c'est qu'il est génophobe comme Baudelaire. Hein. Il a écrit un livre sur Baudelaire qui est un de ses plus beaux livres. Autre génophobe s'il en est, autre écrivain qui pense que l'enfantement est une horreur, une saleté, autre dandy. Sartre est un dandy, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que la dernière des choses à faire pour un homme, c'est de se prolonger. Génophobe, comme le héros des Chemins de la Liberté, etc. Voilà, alors ça, c'est en effet la position sartrienne. Alors évidemment, c'est une position intenable, c'est la position des cathares, c'est une position qui est poussée, devenue maxime universelle, ferait qu'on serait là, ni les uns ni les autres, naturellement. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a que du faux dans cette idée qu'un père, c'est quelqu'un qui se couche de tout son long pour étouffer son fils? Est-ce qu'il n'y a que du faux dans cette idée que l'aventure d'un homme, c'est le passage du complexe d'Édipe au complexe d'Anchise? Est-ce que l'aventure d'un fils, et ça chacun de ceux qui sont ici le sait, est-ce que la grande aventure d'un fils et la réussite de cette aventure, c'est pas justement de se sortir de là, de se sortir de ce piège-là? Est-ce que c'est pas, là encore, extraordinairement fécond et utile que de nous dire à tous que la paternité, que la filiation est un piège dont il importe de se sortir et qu'on peut s'en sortir? Alors certains s'en sortent plus facilement. Sartre, en effet, pas de mérite, c'est ce qu'il dit. Pas de mérite, il est mort et il est devenu à jamais son petit frère. D'autres s'en sortent plus difficilement, avec besoin de plus d'intelligence, de ruse, de ce qu'on voudra, d'élaboration conceptuelle. Mais c'est peut-être là, c'est peut-être Sartre qui pointe l'aventure fondamentale qui arrive au petit humain. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu un père d'une grande souveraineté. J'ai peut-être été un père écrasant, sûrement. Ben, je sais que dans les deux cas, la grande affaire a été de se sortir de cela, tout en aimant son père, tout en reconnaissant... et c'est là où, au fond aussi, la réconciliation de Camus et de Sartre est d'actualité pour chacun. Comment faire, quand il le mérite, pour aimer son père comme il se doit, et comme on le doit, s'il le mérite? Le père de Camus, courageux, brave, comme vous le disiez, etc. Et comment en même temps se sortir du piège que constitue la présence d'un père souverain? C'est l'aventure d'un homme, ça. C'est tellement beau, ces deux textes côte à côte, c'est tellement juste, c'est tellement ce qui nous a attendus les uns et les autres depuis toujours. Ça, ce sera le mot de la fin pour l'émission. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors là, on sort du cadre de l'émission et on reste entre nous un instant, encore un quart d'heure pour discuter. Et on a gardé pour vous uniquement deux textes que les auditeurs de France Culture, enfin que tous les auditeurs de France Culture, puisque vous êtes des auditeurs de France Culture, mais que tous les auditeurs de France Culture n'entendront pas donc dans cette émission. Deux textes qu'on va lire, mais d'abord juste une question et puis peut-être aussi des questions de la salle. Une question, un sujet sur lequel on n'est pas revenu suffisamment, qu'on n'a même pas évoqué en fait, qui est le snobisme, la cruauté des Sartriens au moment de l'homme révolté. L'insondable cruauté avec laquelle, par exemple, Sartre dit « Je n'ose vous recommander, mon cher Camus, la lecture de L'être et le néant, dont la lecture vous paraîtra inutilement ardue. » Ah bah, ils sont immondes. Ils sont immondes. Maintenant, on est entre nous, on est off, donc on peut y aller. La lecture inutilement ardue, oui. Sans doute avez-vous été pauvre. Il sait mieux que personne dans quelle misère a vécu Camus, la petite maison de la rue d'Alger, la mère muette regardant dans l'obscurité sans parvenir à comprendre la nouvelle qui lui est parvenue. Il sait tout ça. Le sans doute avez-vous été pauvre est atroce. Ils ont été abominables. Et d'ailleurs, je voudrais vous préciser... Maintenant, on peut se tutoyer, on est hors...
Ah, moi, je suis cohérent. Je vous vois ou je tutoie. Il y a Comme dirait Lacan. Vas-y. Il y a un texte, dont je n'ose vous recommander la lecture, mais 20 ans après, 30 ans après, les faits, même plus que ça, oui, enfin 35 ans après, je suis allé interviewer Francis Janson. Oui. L'exécuteur, hein, puisque Sartre, quand il a décidé d'exécuter l'homme révolté, ne l'a pas fait lui-même et là encore, humiliation suprême, il a chargé un second couteau, c'est-à-dire Janson, même pas Merleau-Ponty, hein, le second couteau des temps modernes, de tenir le poignard ou le revolver et d'exécuter le contrat. Et moi, je suis retourné voir Janson 25 ans plus tard. Et ce qui était extraordinaire, Camus était mort, c'était en 91, pour Les Aventures de la Liberté, une chose que je faisais pour la télévision et pour un livre. Camus était mort, le texte de Sartre, c'est-à-dire le geste de paix, patché et être saluté, était passé. La violence était intacte. Et il y a dans l'interview que me donne Janson une phrase terrible, je trouve même assez douteuse, où il me parle de cette indifférence, j'ai peur de la citer de mémoire, mais enfin, en gros, cette indifférence méditerranéenne depuis laquelle Camus jugeait toute chose. Donc il y a eu quelque chose là, de la part de ces agrégés de la rue de Condé, de la part de ces grands normaliens. Camus n'était pas agrégé, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Il avait la tuberculose. Hein. Voilà, c'est qu'à l'époque, pour passer le concours d'agrég, à l'époque, quand on passait l'agrégation, c'était encore une affaire sérieuse. Il fallait être prof. On ne devenait pas ni professeur à France Culture, ni conseiller littéraire d'une maison d'édition. On devenait prof. Et pour être prof, il fallait être en bonne santé. Donc on faisait passer l'examen médical. Et Camus était tuberculeux, donc il n'était pas agrégé. Il a porté ça toute sa vie comme une espèce de croix. Donc il avait face à lui des agrégés, des normaliens, des ducs de Rohan, ressent le Voltaire qu'il était. Et c'est quand même ça l'histoire. Ils l'ont rossé. Et quand il s'en souvenait, quand il en parle à Maria Casares, quand il en parle à ses copains, il n'en revient juste pas. C'est même pas qu'il veut aller leur péter la gueule pour ce qu'il aurait pu faire, parce qu'il avait un côté, c'est vrai, gamin des rues, réglant les choses un peu de cette manière-là. Ils avaient ça en commun, hein, d'ailleurs, hein, l'un comme l'autre. Sartre et Camus, oui, peut-être plus Camus que Sartre. Hein, mais enfin, Sartre donnait des cours de boxe. Oui, je sais bien, naturellement. Il donnait des cours de boxe, hein, l'histoire est vraie. C'est assez risque et péril, d'ailleurs. Oui, moi j'ai fait aussi du judo, mais bon, ça ne veut pas dire. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Camus, jusqu'à la fin, est resté éberlué, quoi. Il est resté éberlué par la cruauté de ces hommes. Mais c'est même mieux que ça. Dans la chute, Camus, dans l'article de Janson a 28 ans, il est mandaté, il est porte-flingue, et il s'en prend à Camus. C'est un article qui s'appelle Albert Camus ou L'âme révoltée. Et dans la chute, 5 ans plus tard, en 56, Camus, je crois 56, Camus met dans la voix de Jean-Baptiste Clamence, le héros de la chute, le monologueur de la chute, celui qui parle, lui met peu ou prou, c'est assez subtil, mais ça s'entend, donne le sentiment de, en un sens, reprendre à son compte les injures, entre guillemets, dont Janson l'agonise. On va entendre, tiens, justement, les deux textes, comparativement. On va entendre d'abord le texte de Janson, puis ensuite la réponse, qui n'en est pas une, de Camus-Clamence. Camus n'est pas Clamence, mais pourtant, Clamence reprend à son compte la teneur, la substance des attaques qui étaient celles de Janson et derrière, évidemment, de Sartre. Camus aurait-il découvert le secret ressort de toute exigence, la commune source des revendications humaines les plus apparemment divergentes? Ou bien cette satisfaction générale s'expliquerait-elle par une certaine inconsistance de sa pensée qui la rendrait indéfiniment plastique et malléable, apte à recevoir maintes formes diverses? Ou bien encore devra-t-on supposer que les hommes d'aujourd'hui, impuissants à faire pénétrer dans le monde leurs solutions idéologiques, hypnotisés par la montée autour d'eux des solutions extrêmes, gagnés par le découragement, glissent tous ensemble, révolutionnaires ou non,
au creux d'un humanisme vague, juste relevé de ce qu'il faut d'anarchisme pour exprimer leur protestation générale contre tout ce qui se fait au nom de tout ce qu'ils pensent qu'il serait préférable de faire. Franchement, y a-t-il une excuse à cela? Il y en a une, mais si misérable que je ne puis songer à la faire valoir. En tout cas, voilà. Je n'ai jamais pu croire profondément que les affaires humaines fussent choses sérieuses. Où était le sérieux? Je n'en savais rien, sinon qu'il n'était pas dans tout ceci que je voyais et qui m'apparaissait seulement comme un jeu amusant ou importun. Il y a vraiment des efforts et des convictions que je n'ai jamais compris. Je regardais toujours d'un air étonné et un peu soupçonneux ces étranges créatures qui mourraient pour de l'argent et se désespéraient pour la perte d'une situation ou se sacrifiaient avec de grands airs pour la prospérité de leur famille. Je comprenais mieux cet ami qui s'était mis en tête de ne plus fumer et à force de volonté y avait réussi. Un matin, il ouvrit le journal, lut que la première bombe H avait explosé, s'instruisit de ses admirables effets et en traçant des laits dans un bureau de tabac. Sans doute je faisais mine parfois de prendre la vie au sérieux, mais bien vite la frivolité du sérieux lui-même m'apparaissait et je continuais seulement de jouer mon rôle, aussi bien que je pouvais. Je jouais à être efficace, intelligent, vertueux, civique, indigné, indulgent, solidaire, édifiant. Bref, je m'arrête. Vous avez déjà compris que j'étais comme mes Hollandais qui sont là sans y être. J'étais absent au moment où je tenais le plus de place. Je n'ai vraiment été sincère et enthousiaste qu'au temps où je faisais du sport et au régiment quand je jouais dans les pièces que nous représentions pour notre plaisir. Il y avait dans les deux cas une règle du jeu qui n'était pas sérieuse et qu'on s'amusait à prendre pour telle. Maintenant encore, les matchs du dimanche dans un stade plein à craquer et le théâtre que j'ai aimé avec une passion sans égale sont les seuls endroits du monde où je me sens innocent. C'est quand même extraordinaire à quel point Clamence reprend à son compte ce que Janson dit de Camus, tout en parodiant le propos sartrien. Il joue à être efficace, il joue à l'avocat qui corrige, qui défend la veuve et l'orphelin, il joue à celui qui se donne bonne conscience. Il emprunte à Sartre la figure du garçon de café, c'est-à-dire il joue le premier Sartre contre le second Sartre. Il se parodie lui-même tout en reprenant à son compte les épithètes ignobles que lui envoie Janson à la figure. Oui, absolument. C'est la beauté de ce texte, hein, bien sûr. Oui, c'est une description reprise du procès sartrien de l'esprit de sérieux et du salaud, de celui qui se prend pour celui qu'il est, tout en se... Oui. Est-ce qu'à cet égard, on ne peut pas se servir de Sartre, quittons le terrain de Camus un instant, se servir de Sartre contre lui-même? Ce que fait Camus dans La Chute, se servir de Sartre contre lui-même. Sauf que Sartre n'a jamais cru qu'il était Sartre. Alors ça, c'est vraiment une chose. Moi qui connais... Mais juste pour finir, se servir de Sartre contre lui-même, c'est se servir du premier Sartre, celui de la nausée, celui de l'être et le néant, contre le deuxième. Et d'une certaine manière, retrouver dans les descriptions que le premier donne du salaud, de l'homme de mauvaise foi, etc., des éléments qui se trouvent dans la position doctorale et excommuniante du deuxième. Mais ça, c'est même littéralement et à l'envers ce que fait Sartre lui-même. Quand Sartre décrit sa conversion à l'humanisme collectif, lorsqu'il décrit sa découverte du genre humain, quand il raconte à quel moment il a décidé de devenir un intellectuel engagé et plus seulement cet aristocrate qui, depuis les hauteurs de Bouville, regardait ce peuple de bœufs qui s'agitait dans la vallée. Quand il décrit ça, il dit que il a pris cette conscience à un moment et dans une circonstance précise.
dans le camp de prisonniers, dans le stalag de Trèves, 12 machins, etc., dans la moiteur, dans la proximité, dans la sueur du camp de prisonniers qui d'un seul coup lui a donné le sentiment fétide et délicieux de la fraternité des hommes. Or cette scène-là, la découverte de la fraternité dans le fétide, dans la sueur, dans la proximité animale, il l'a décrit par avance, ce sentiment-là, il l'a décrite par anticipation, cette situation, dans la nausée, dans la bouche de l'autodidacte, décrivant, alors lui c'est l'autre guerre, c'est la Première Guerre mondiale, une expérience d'enfermement, de camp de prisonniers de même nature, et il l'a décrite pour la ridiculiser. Il l'a décrite pour en dénoncer tout le caractère répugnant. Donc en effet, tu as dans le deuxième Sartre, c'est quelqu'un qui reprend pour s'en faire bannière, pour en faire le moment d'apocalypse intime, de tournement spectaculaire vers le bien, de conversion de l'âme, et de monter vers la lumière, une scène qui était, selon le premier Sartre, le comble même de la déchéance et de la bêtise. L'autodidacte, il a deux caractéristiques. Il lit la bibliothèque par ordre alphabétique, en commençant par la lettre A et ainsi de suite. Il en est à L. Il en est à L, oui, peut-être. Ce qui prouve que la bibliothèque est... est maigre. Et puis il a une deuxième caractéristique. Il est pédophile. C'est qu'il découvre l'humanisme qui est l'objet dans la nausée d'une série de pages désopilantes. Il décrit toutes les variétés de l'humanisme comme une espèce de catalogue à la Prévert d'une cruauté absolue. Le premier anti-humaniste, pour reprendre un mot familier à ma génération et à la tienne d'ailleurs aussi, l'anti-humanisme des althusériens, des foucaldiens et tout ça, le premier anti-humaniste, c'est le Sartre de la nausée, qui dit que l'humanisme est quelque chose de répugnant, que l'humanisme, ça sent mauvais, que la phrase de Gorky, l'homme, ça sonne fier, est une des phrases les plus ignobles qu'il ait jamais entendues. Ça, c'est le Sartre de la nausée. Eh bien, ce même humanisme-là, c'est brusquement perçu et vécu et découvert dans les circonstances mêmes qui étaient moquées chez l'autodidacte, ça devient la scène baptismale, le baptême, le berceau du supposé grand Sartre, le deuxième, celui qui va dire que la liberté de critique est totale en URSS et que Fidel Castro est un grand homme. Il faut ajouter encore une chose, c'est que l'humaniste de la nausée, enfin l'humanisme dans la nausée conduit à la pédophilie. Ça n'est pas l'homosexualité qui conduit à la pédophilie, de ce point de vue Sartre n'appointe pas au Vatican, mais c'est l'humanisme. Je vous remercie beaucoup.